Jure est un perdant idiot et en sueur, qui n'a pas réussi à grandir mentalement au-delà de 5 ans. Et malgré le fait qu'il soit maintenant adolescent, il aime faire semblant et agir comme s'il avait un pouvoir démoniaque résidant dans son bras droit, ce qui pourrait avoir été maudit par un dieu ancien d'un anime. Malheureusement pour lui, étant un idiot délirant qui pense qu'il est cool mais qui en réalité ne fait jamais rien d'autre que d'être traité de weeb et de perdant. Maintenant, avant que vous ne vous sentiez tous liés à lui, laissez-moi vous briser votre illusion et vous montrer à quel point il vit encore une vie bien meilleure que la vôtre. Malgré le fait qu'il soit dans sa phase de fan maladroit toute la journée, il a réussi à convaincre 4 filles de rejoindre le club de littérature en tant que seul membre masculin. Parler d'être chanceux. Son harem comprend sa camarade de classe et amie d'enfance Tomoyo et Atoko, la nièce de leur conseiller de club Shifuyu et sa supérieure, la présidente du club Sayumi. C'est un miracle qu'ils parviennent à se retrouver dans une salle de club avec uniquement des filles. Mais laissons cela comme l'une des merveilles du monde. Un jour, ils s'asseyent autour d'une table et discutent son incapacité à sortir de sa phase weeb. Mais lors de l'un de ces actes, les mains de Jirei commencent à briller comme un taureau et c'est le jour où leur vie change une fois pour toutes. Bientôt, tous les autres membres du club acquièrent aussi une sorte de super pouvoir. Et 6 mois plus tard, il devient habituel pour les membres du club de montrer leur super pouvoir chaque jour en harcelant Jirei. Chaque fois qu'il essaie de faire semblant d'être un weeb. L'ancienne méthode de torture, mais la blague, c'est qu'il aime ça. Un jour après l'école, la camarade de classe et amie d'enfance de Jirei, Tomoyo, entre dans le club et le trouve assis par terre tout en se tenant la main comme le fan délirant qu'il est. Il agit comme s'il y avait un pouvoir secret en lui, mais Tomoyo se contente de le dépasser et de s'asseoir sur la chaise, lui rappelant que le seul pouvoir qui réside en lui est celui de son paix qui essaie de sortir depuis qu'il a mangé ses tacos pendant le déjeuner. Se sentant gênée, Jirei se lève et lui dit de jouer au moins le jeu avec lui. Mais elle lui dit qu'elle n'est pas la seule à le trouver ennuyeux. Mais il lui dit que les autres jouent généralement le jeu avec lui et elle parie qu'il devrait essayer. Avec ça, il attend que sa deuxième femme, je veux dire, sa camarade de club Atoko, entre dans la pièce. Plus tard, ils s'asseyent autour de la table et discutent de son incapacité à sortir de cette phase et Jirei prend la parole en sa défense en disant qu'il n'y a aucune raison pour qu'il croit qu'un jour il pourrait ne pas obtenir de capacités surnaturelles comme la naissance du l'univers et cette planète en elle-même sont un miracle. Sur ce, il tend la main en avant et fait semblant d'avoir des pouvoirs à nouveau, mais, à la surprise de tous, sa main commence à briller et c'est le jour où toute leur vie change une bonne fois pour toutes. 6 mois plus tard, il est devenu habituel pour les membres du club de venir faire vérifier leurs super pouvoirs chaque mois. Sur ce, Jirei motive tout le monde pour leur inspection mensuelle des super pouvoirs et il téléporte la moitié de la classe vers les montagnes désolées où Goku et Vegeta se sont battus et ont commencé à montrer leur pouvoir. D'abord, c'est un combat entre Shifu et Atoko. Jirei explique que le pouvoir de Shifu est la création du monde, ce qui signifie essentiellement qu'elle est une déesse, capable de créer n'importe quoi, de la matière au portail, dimension, et même la vie. D'un autre côté, Atoko possède une capacité appelée Overélément qui fait d'elle la dernière avatar ayant le contrôle sur les 5 éléments, y compris le feu, l'eau, le vent, la terre et la foudre. De plus, elle peut combiner n'importe lesquels d'entre eux pour former des éléments hybrides. Leur combat d'entraînement commence avec Shifu qui crée et lance une série de lances résistantes au feu sur Atoko, et elle répond, en les bloquant toutes avec une tornade de vent. Ensuite, elle passe à l'offensive en faisant jaillir du magma du sol, mais Shifu le bloque en créant du rock-mer dessus et ça commence à ressembler à un combat exagéré de Dragon Ball Z. Avec les choses qui s'intensifient ainsi, Tomoyo utilise son pouvoir, horloge fermée, pour arrêter le temps puis traîne leurs fesses jusqu'à la chaise et met fin au combat. Son pouvoir lui permet d'arrêter, de ralentir et d'accélérer le temps mais ne lui permet pas de voyager dans le passé. Après cela, Sayumi utilise son pouvoir, route d'origine, pour restaurer les combattants à leur état d'origine. Après cela, Jirei décide de montrer sa puissance mais soudain, la présidente du conseil des étudiants, Mori, entre et dit qu'elle est là pour une inspection car ils ont reçu de nombreux rapports les accusant de faire beaucoup de bruit. Jirei repense à toutes les fois où il a crié en jouant à faire semblant et décide, pour résoudre le problème en le faisant une fois de plus. Il s'approche et commence à jouer le rôle d'un détective cool sorti d'un animé. Dit à Mori qu'il a découvert sa véritable identité et qu'il sait qu'elle est là pour de la surveillance plutôt que pour une inspection. Il continue d'essayer de se tirer d'affaire avec des mensonges, mais Tomoyo le fait enfin taire en le frappant au visage et Sayumi s'excuse pour leur membre otaku sans cervelle. Mais à leur surprise, Mori commence à lui demander comment il a su sa véritable identité, et comment il a su qu'elle les observait, depuis qu'elle a éveillé ses super pouvoirs. Il s'avère que son jeu de rôle bidon a en fait touché juste cette fois, et nous commençons tous à nous demander s'il est le frère perdu de Shadow dans l'éminence dans l'ombre. Il lui demande ses capacités et ce qu'elle en sait, et Mori dit qu'elle leur dira s'ils la battent en combat.
Tomoyo demande si elle doit utiliser son pouvoir d'arrêt du temps pour la battre, mais Jireh arrive et dit qu'il va relever ce défi et montrer ses pouvoirs aussi. Après cela, il annonce que son pouvoir est un coup à la porte de l'enfer et commence à déboutonner sa veste. Il demande à Mori si elle sait pourquoi il porte une veste tous les jours à l'école et elle répond « Parce que c'est l'hiver et que c'est une partie du règlement », mais il réplique en disant qu'en réalité, sa veste est imprégnée de divers sceaux magiques qui retiennent ses pouvoirs et qu'elle pèse plus lourd que les traumatismes émotionnels de l'enfer. Il jette alors la veste à Atoko et se prépare à libérer son pouvoir. Sombre. Il commence à produire des flammes sombres et une boule de flammes violettes et noires commence à brûler dans sa paume. On dirait qu'il a vraiment quelque chose de surpuissant comme un Matarasu de Naruto, mais ensuite Mori libère sa technique et montre qu'elle est en réalité la vraie ninja copie. Sa capacité lui permet de voler n'importe quelle technique qu'elle voit être activée devant elle. Avec ça, elle scelle immédiatement les ténèbres et réalise qu'en réalité, c'est juste une boule de flamme noire qui n'est même pas chaude. Ça ne donne pas non plus une bonne lumière, donc en gros c'est juste de la camelote. Ce fait révèle que sa capacité surnaturelle est fortement diminuée par une paire de mitaines. Il tombe par terre, le cœur et l'âme brisés. Mori se sent triste pour lui et lui rend la camelote, en lui disant de faire attention à elle, sérieusement. Elle dit qu'ils peuvent tous la combattre en même temps si ils le veulent, et Tomoyo décide d'accepter cette offre. Elle s'approche d'elle et lui dit qu'elles n'ont qu'à pas utiliser leur capacité et alors c'est un simple 4 contre 1 et elle commence à la frapper comme des harceleurs. Une fois qu'elle connaît sa place, elle la laisse s'excuser et elle leur dit qu'elle a éveillé ses pouvoirs il y a un mois et au début, cela lui semblait inutile mais ensuite, un jour, elle a reçu un message d'une personne au hasard qui lui a dit qu'il y avait des personnes similaires à elle dans le club de littérature et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à les observer et a découvert leurs pouvoirs. Avec cela, elle s'assoit toute et se demande qui était cette mystérieuse personne et ce qu'ils leur plan avec leurs super pouvoirs. Quelques jours plus tard, Jireh fait en sorte que tout le monde dans le club invente leur nom secret de super-héros. Ils montrent tout leur côté otaku avec Atoko qui se nomme Red Atoko et ses noms de réserve étant Blue Atoko, Green Atoko, et ainsi de suite. À la fin de la journée, nous sommes tous d'accord pour l'appeler Lama Toko. Ensuite, Shifu propose le nom Strawberry suivi d'une série de noms, indiquant comment son père est parti chercher du lait et n'est jamais revenu, mais pour couronner le tout, elle s'est fait voler son voisin, Andrew, par sa mère, et maintenant personne ne sait quoi faire. Après ça, Jireh se tourne vers Sayumi et ses idées s'avèrent être un jeu de mots sur Shiryukim, la princesse des neiges, ce qui reçoit un pouce levé. Cependant, Jireh ne manque pas de marcher sur une mine en qualifiant ses choix de mignons, et elle quitte la pièce immédiatement. Enfin, Tomoya révèle que son nom est Endless Paradox, et Colm Awib, mais celui-là est en fait sympa. Jireh pense la même chose et la déclare gagnante de cette compétition et lui donne le titre de maître. Pendant que nous regardons tout son cul seul et nous demandons comment il a réussi à séduire 4 filles, Mirai entre dans la salle du club et leur dit qu'ils sont aussi bruyants que jamais. Sayumi revient et lui demande ce qui a amené la présidente du conseil des étudiants ici et elle dit qu'elle était là pour répondre à la lettre d'amour que Jireh a laissée dans son casier à chaussures. Elle dit qu'elle accepte et sort la lettre pour commencer à la lire. Tout le monde, y compris l'homme lui-même, commence à se demander de quoi il s'agissait. Il essaie de se souvenir pourquoi cela se produisait et se rappelle que son médecin lui a dit qu'il souffre d'un cas sévère de riz, puis il reprend ses esprits et Tomoya lui demande de quoi il s'agissait en le secouant comme un fou. Mirai commence à lire la lettre et il s'avère que c'est un message formulé de manière complexe. Pour elle en Wibanese, où Jireh essaie de lui dire que il a trouvé le nom de Grateful Robber pour son pouvoir. En raison des Japonais faisant des choses japonaises, le mot voleur peut aussi être lu comme amoureux. Et elle l'a pris pour ça, pensant clairement qu'il s'agissait d'une lettre d'amour de sa part lui confessant ses sentiments. Tomoya commence à riposter et essaie de raisonner Mirai, mais elle la fait taire, en la traitant de plate comme une planche à découper et en lui infligeant un traumatisme émotionnel comme ses parents asiatiques l'ont fait. Tomoya le prend personnellement car c'est vrai et utilise son pouvoir pour arrêter le temps, mais Mirai le lui vole et lui dit qu'elle a fait une grosse erreur. Mais ensuite Jireh la supplie de le rendre et Mirai le fait. C'est un signe du début de leur relation. Le lendemain matin, Mirai attend devant sa classe pour l'accompagner jusqu'à la salle du club et agit comme une petite amie mignonne et attentionnée. Ils échangent leurs coordonnées et elle change même son email en Mirai Jireh foreverlove@superhotmail.com. Après cela, elle l'emmène à la salle du club et lui dit de profiter de son temps mais de ne jamais la tromper sinon elle le transformera en bouchée de poulet au beurre. Sur ce, Jireh entre dans la pièce et trouve tout le monde essayant de l'ignorer. Il s'avère que son riz est toujours activé et les autres filles n'aiment pas qu'il ait une petite amie comme ça. Elles lui disent toutes d'aller se faire voir dans le chaos d'Afrique, mais Jireh comprend et dit qu'il va régler ce malentendu lui-même. Plus tard dans la journée, il appelle Mirai et avoue la vérité sur la lettre et s'excuse de l'avoir blessée. Elle lui dit de ne pas s'excuser, car c'est de sa faute s'il s'est trompé, puis elle s'enfuit en pleurant, ce qui nous fait tous le détester pour sa stupidité.
Tomoya sort de la pièce, essaie de le réconforter et lui dit qu'il n'est pas entièrement responsable, et qu'il est préférable qu'il ait rompu avant que la situation ne dégénère. Plus tard dans la soirée, Mirai lui envoie un mail et lui demande qu'elle sera heureuse de rester son amie. Le lendemain matin, Jirei est appelée par Satomi Sensei, qui est aussi son professeur d'anglais et conseillère de leur club. Elle lui demande des précisions sur certaines traductions qu'il a faites lors de son test, mais lui laisse passer en considérant à quel point il est un gros otaku. Juste à ce moment-là, l'ami d'école secondaire de Jirei, qui est aussi son rival maintenant, Saivami, entre dans la pièce. Il s'avère qu'il est tout aussi fan de manga que Jirei, mais il est beaucoup plus flirt et adore aussi ses jeux. Il demande à la professeure son Nintendo DS qu'elle a pris à lui en classe et l'appelle son amant. Après cela, il se dispute avec Jirei au sujet des animes et des voix d'actrices, et la professeure les met tous les deux dehors et leur dit de rentrer chez eux. Il s'assoit sur un escalier, et Jirei lui demande des nouvelles de sa petite amie qu'il a commencé. Elle sortait récemment avec quelqu'un et Saigami dit qu'elle l'a déjà largué, comme les précédentes. Il s'avère que Saigami fait beaucoup de propositions et a fréquenté beaucoup de filles mais toutes le quittent après un mois à cause de son attitude de fan de manga. Juste à ce moment-là, Sayuma descend l'escalier et se dirige vers la salle du club avec Jirei. C'est l'heure des activités récréatives de leur club et ils décident donc de jouer à un tennis surnaturel très intense. Shifu crée un terrain et du matériel de jeu pour eux et ils commencent à jouer 1 contre 1, Jirei contre Tomoyo et Atoko au service contre Sayumi. Après quelques services et coups surnaturels, Jirei parvient à gagner contre Tomoyo mais puis il joue contre Atoko et se fait presque griller la tête par un de ses coups de tennis enflammés. Plus tard, ils s'assoient tous ensemble dans la salle du club et Jirei dit qu'en marchant entre la vie et la mort, il a réussi à trouver un autre nom cool et sort son carnet pour l'écrire. Le livre s'appelle la Bloody Bible mais à cause d'une blague de Sayumi, Jirei finit par écrire Bloody Viver dessus, qui est le nom de la papeterie, et de la marque de mode d'où il a obtenu le livre. Ils se moquent tous de lui, rient de sa erreur et le font se sentir partie de leur vie sociale intérieure. Une fois qu'ils sont libérés de leurs activités au club, ils décident d'aller faire du karaoké ensemble. En chemin, Jirei pense à un nom gênant et décide de l'écrire, mais il remarque que son carnet a disparu. Il commence à paniquer et leur dit à tous d'y aller sans lui, et qu'il va revenir et chercher le carnet. Après cela, il se précipite de nouveau à l'école et à l'intérieur de la salle du club, et là, il trouve un jeune homme aux cheveux blancs debout au milieu en train de lire son carnet. Au bord de la rivière, les filles marchent et parlent de la façon dont Jirei est si libre d'esprit, tandis que Tomoyo pense que le mot qu'elle cherche est insouciant. Sur le sujet des surnoms, Otoko leur raconte une fois où, au collège, les enfants l'appelaient la perdante moite à 5 têtes et elle détestait vraiment ça. Mais un jour, Jirei a trouvé le nom de Phénix de feu pour elle et tout le monde. Il a décidé de commencer à l'appeler un idiot à la place et plus personne ne lui a jamais donné ce mauvais surnom. Elle dit qu'elle sait que Jirei ne l'a pas fait pour la sauver, mais cela même est l'une de ses grandes qualités, sa fiabilité et sa gentillesse sans qu'il le sache. Ensuite, Segumi dit que lorsqu'elle a obtenu ses pouvoirs, elle a commencé à se demander si elle pouvait ramener les morts à la vie, mais c'est Jirei qui lui a dit de ne jamais le faire, et maintenant, elle comprend qu'une telle capacité ne devrait pas exister dans leur monde, et elle se sent en paix. Shifu ajoute que Jirei lui a dit la même chose à propos de ne pas créer la vie et ils reconnaissent tous à quel point Jirei a réfléchi à leur pouvoir, et qu'ils trouvent toujours des noms et des techniques cool pour eux. Pendant ce temps, Tomoyo sait ce qu'il pourrait réellement penser et se demande comment il imagine un scénario où il pourrait régner sur eux, tous en liant leur capacité à des noms qu'il inventerait. D'un autre côté, le jeune homme à l'école demande à Jirei s'il est coupable de péché, puis dit qu'il a un grand sens de la dénomination. En entendant cela, Jirei devient tout excité et perd la tête. Ils s'assoient tous les deux et parlent de surnoms cool, et le gars lui dit qu'il a aussi un carnet similaire et sort son carnet de crux inversé. Avec ça, ils vont tous les deux dans un restaurant familial et parlent de surnoms de weeb, et de philosophie de vie en tant que weeb vierge qui souffre d'un niveau élevé de riz. Juste à ce moment-là, Tomoyo entre dans le restaurant et vient à leur table, et Jirei lui demande ce qu'elle faisait là. Elle dit qu'elle vient souvent dans ce restaurant. Souvent et demande ce que son frère aîné faisait là. Son vrai nom est Hajime et il est la version alternative de Hajime der Furta. Il était dans le même club de littérature quand il étudiait et maintenant il est juste un profiteur qui a fui sa maison et aime se comporter comme un fardeau pour la société. Tomoyo lui demande de rentrer chez lui mais il dit qu'il a encore des batailles à mener et lui dit d'envoyer ses frais de subsistance puis fait une fuite précipitée sans payer sa part du repas. Mais avant de partir, il dit que ça fera Lucifer va un jour entrer en collision avec ses ténèbres, puis il s'en va. Une fois qu'il est parti, Tomoyo s'assoit avec Jirei et s'excuse auprès de lui pour le comportement de son frère. Et il lui demande pourquoi ils ont des noms de famille différents. Elle lui dit qu'il est son demi-frère et qu'ils ont des mères différentes. Même si Hajime vit avec eux depuis son enfance, il aime garder le nom de sa mère. Après cela, elle lui demande s'il lui a parlé de ses super pouvoirs, et Jirei dit que il ne l'a pas fait et Tomoyo commence à sourire réalisant que elle
Homme mystérieux pourrait bien être son grand frère après tout. Le lendemain matin, Jireh arrive à l'école et trouve Shifu debout devant le portail. Il lui demande ce qu'elle faisait là, si elle ne va pas être en retard pour l'école, mais elle dit qu'elle a décidé de quitter l'école, ce qui le choque. Après avoir entendu cela, Jireh prend Shifu sur son dos et lui fait un tour de dos jusqu'à son école. À l'école, elle est accueillie par son ami Kyuki, qui regarde Jireh et demande à Shifu qui il était. Elle le présente comme le gars du club de littérature, puis ils entrent dans l'école pour leur cours. Jireh remarque qu'il a oublié de lui demander pourquoi elle comptait abandonner au départ, mais décide ensuite de retourner à son école et d'en rester là. De retour à l'école, il croise Satomi Sensei qui lui dit de faire attention où il va, puis demande si Shifu est venu au club ce matin. Plus tard dans la journée, ils se retrouvent tous au club de littérature et Jireh dit qu'il a réalisé quelque chose de vraiment incroyable. Il crée un peu de suspense puis révèle qu'ils peuvent tous faire des cosplays infinis, ce qui correspond au pouvoir de Shifu et ils devraient essayer. Après cela, ils notent leurs recommandations sur une feuille de papier et la jettent dans une urne. Ensuite, ils tirent à tour de rôle et se déguisent selon ce qu'ils ont choisi. Jireh finit par devenir la matière de pensée de Sayumi avec un costume de maid. Sayumi elle-même doit porter le maillot de sport. Itoko joue le rôle du soleil qui enlève la lumière de tes yeux. Shifu finit par porter la prochaine erreur de Balenciaga et Tomoyo. Oublions-la pour que la vidéo reste monétisée. Pendant qu'ils profitent tous de leur petit bain lors du tournage, Satomi Sensei entre mais pas avant qu'ils ne parviennent tous à offrir à Jireh une vision du paradis et un coup du marteau de Thor. Ils changent tous de nouveau en uniforme et Satomi Sensei demande à Shifu pourquoi elle est rentrée de l'école plus tôt. Il s'avère qu'elle a appelé pour dire qu'elle était malade en disant que son estomac lui faisait mal, puis, au lieu de retourner en cours, elle est venue au club de littérature. Satomi lui demande si ça faisait vraiment mal ou pas, et elle répond que oui. Sur ce, Satomi dit que ça va et qu'elle va parler à sa sœur pour leur dire de rentrer à la maison. Une fois qu'elle part, Shifu saute dans un portail et retourne immédiatement dans sa chambre avant que quelqu'un puisse lui parler. Mais quand elle arrive, Kyuki est déjà à la porte et veut lui parler. Chez Jireh, il enlève ses vêtements et prévoit de regarder Netflix, et montre quelques muscles, mais alors Shifu apparaît soudainement devant lui, et dit qu'elle veut aussi voir le film. Jireh dit qu'il n'y a pas de film et lui demande pourquoi elle était là, et elle répond que elle s'est disputée avec Kyuki parce qu'elle lui a dit d'arrêter d'aller au club de littérature, et d'arrêter de jouer avec les lycéens. En entendant cela, Jireh lui dit de rentrer chez elle pour l'instant et qu'ils en parleront en détail le lendemain, mais elle dit que c'est gênant parce qu'elle est encore chez elle, et qu'elle ne veut pas lui faire face comme ça. Jireh demande si elle veut qu'il l'accompagne et elle dit oui mais l'envoie ensuite chez elle par un portail avant de le laisser enfiler des vêtements ou quoi que ce soit. Il se téléporte juste devant sa chambre et Kyuki sort en s'excusant auprès de Shifu d'être allé trop loin. Mais à son horreur, elle voit le derrière à moitié dénudé et pervers de Jireh. Assis là et elle commence à paniquer et retourne en courant à l'intérieur. Bientôt, Shifu la suit, monte l'escalier, et Kyuki sort en courant pour la serrer dans ses bras, et lui dit d'arrêter de sortir avec les lycéens ou ils vont la transformer en une perdante perverse comme Jireh. Shifu lui dit qu'elle ne l'arrêterait pas et qu'elle aime jouer avec eux et qu'elle aime aussi jouer avec elle mais Kyuki n'y croit pas et quitte la maison en colère. Le lendemain, Shifu et Jireh s'assoient sur un banc après les cours et boivent un soda. Shifu dit qu'elle a encore échoué à réparer leur amitié aujourd'hui et que Kyuki l'a ignorée toute la journée. Elle a refusé de réparer son bao et n'a pas non plus mangé ses poivrons verts pendant le déjeuner. Et maintenant elle doit aller en Afrique et se trouver un nouveau. Jireh la regarde et lui demande si elle est sérieuse mais elle dit que pour que tout le monde clique sur le bouton j'aime, elle dira que c'était une blague et que personne ne peut remplacer Kyuki. Elle commence à envisager le fait qu'elle ne pourra peut-être jamais redevenir amie avec Kyuki, mais ensuite Jireh s'assoit en face d'elle et s'agenouille comme son chevalier en disant qu'il lui ramènera son ami, et qu'elle n'a rien à craindre. Sur ce, Shifu retourne au club de littérature et Jireh sort de l'école de piano de Kyuki pour la rencontrer là-bas. Elle sort, panique instantanément en le voyant et demande s'il la suit, mais il dit que Shifu lui a parlé de son emploi du temps et qu'il a juste besoin qu'elle l'écoute jusqu'à l'arrivée du prochain bus. Il marche jusqu'à l'arrêt de bus et parle en chemin. Jireh dit que tout le monde a des secrets qu'il ne peut pas révéler aux autres et que c'est également vrai entre meilleurs amis, et Kyuki dit qu'elle comprend cela mais qu'elle n'aime toujours pas que Shifu lui cache quelque chose. Il dit alors qu'il va lui révéler leurs secrets, mais qu'elle doit promettre de ne jamais le dire et que Shifu l'apprécie vraiment comme ami. Sur ce, il l'encourage et lui dit qu'en réalité, il est un pervers lolicon et Shifu joue avec lui pour qu'elle puisse le surveiller et l'empêcher de devenir une menace pour la société. En entendant cela, Kyuki regarde son visage idiot et se demande pourquoi il en est si fier. Mais alors Satomi Sensei arrive avec Shifu dans sa voiture et lui donne une peluche assortie, et lui demande de redevenir son ami. Kyuki la prend dans ses bras et elle se réconcilie enfin. Le lendemain, Jireh entre dans la salle du club et se fait taquiner par les autres à propos de ses
Nouveau surnom, le chevalier lolicon et les péchés loli, mais il les ignore comme un lolichad. Et continue de faire des éloges à Shifu pour la rendre heureuse. Après cela, il lui demande pourquoi elle prévoyait de quitter l'école et elle révèle qu'à la différence des personnes pas très intelligentes qui regardent cette vidéo, elle étudiait seule car elle veut sauter des classes et entrer au lycée dès que possible pour pouvoir être à égalité avec eux tous et rivaliser avec sa position de Wibbler. Quelques jours plus tard, Jiraiya entre dans le club avec un énorme étui rouge de guitare. Il s'assoit sur la chaise et essaie d'attirer l'attention des autres, mais ils l'ignorent tous délibérément. Cependant, assez vite, Atoko prend la parole et lui demande ce que c'est. Tomoyo dit qu'ils essayaient de l'ignorer exprès pour qu'il ne se laisse pas monter à la tête et qu'il l'a probablement acheté parce qu'il pensait que ce serait cool d'entrer avec une guitare même s'il ne sait pas en jouer. Jiraiya commence à jouer la comédie tout de suite et lui demande comment elle sait qu'il y a une guitare à l'intérieur car il pourrait y avoir n'importe quoi à l'intérieur tant que ce n'est pas observé, tout comme l'a prouvé le seigneur Wib Schrödinger. Tomoyo le regarde avec un air indifférent puis le laisse l'ouvrir pour révéler une guitare rouge à l'intérieur. Il l'appelle l'Infinity Maria et à ce moment-là, Shifu entre aussi dans la pièce et lui demande à propos de la guitare. Elle lui demande si elle peut la voir mais Shifu dit qu'elle ne peut pas et qu'il n'est pas radin, c'est juste que Maria est à lui, l'autre moitié et il ne peut laisser personne la voir. En entendant cela, elle lui dit de fermer les yeux un instant et elle duplique la guitare et lui demande de choisir la vraie. Elle dit qu'il peut choisir la bonne en cassant l'autre et Jiraiya essaie de faire le malin, prend les deux et les fracasse par terre. Il dit que Shifu était vraiment malin et que les deux doivent être faux, mais elle dit qu'elle a été juste et équitable et vient de casser sa douce Maria-chan par terre. Jiraiya tombe à genoux et commence à pleurer sur ses morceaux éparpillés, tandis que Sayumi attend pour qu'il termine son drame avant de rendre la guitare. Après l'école, il sort avec Atoko mais réalise qu'il a oublié son sac à dos dans la salle de club et lui dit de continuer sans lui. Il se précipite alors à l'intérieur mais ce qu'il y voit le surprend beaucoup. Dans la pièce, Tomoyo fait semblant de jouer comme dans ses années de collège et il s'avère qu'elle est vraiment responsable de la façon dont Jiraiya est devenu, car il l'a idéalisé pendant sa phase otaku alors qu'elle en a grandi, et il est le seul à connaître son passé sombre. Il entre et dit qu'il est heureux de trouver un camarade qui apprécie le Saint-Arde, la libalogie et lui dit ensuite qu'il était là pour récupérer son sac à dos. Il se penche pour le ramasser et aperçoit l'écran de l'ordinateur portable de Tomoyo juste avant qu'elle ne le referme brusquement. Avec un visage rouge, elle lui demande s'il a vu quelque chose et il lui demande si elle faisait référence au véritable site web le plus visité au monde, mais elle dit que ce n'était pas ça et il commence à lire l'histoire écrite dans le style otaku qu'il a vu à l'écran. Elle lui demande comment il a réussi à lire tout ça en une seconde et il lui sourit en retour. Elle pour avoir sous-estimé le partage dans lequel il s'est engagé en témoignant de la triste mort de sa vie sociale. Elle commence à l'étouffer pour empêcher son secret de fuiter et lui demande pourquoi il agit si calmement. Et s'il veut rire, il peut, mais il lui dit qu'il n'y a rien de drôle à devenir auteur de light novel, alors qu'elle réalise qu'elle parle au Wibbler lui-même et trouve du réconfort dans ce fait. Ils parlent de leurs rêves et de leur passe-temps, et Tomoyo dit qu'elle a échoué à la dernière 2 compétitions à la suite et même si elle a ce super pouvoir de contrôler le temps, elle n'arrive même pas à écrire un light novel correct et ses pouvoirs ne régleront pas la situation de sa famille et Jiraiya lui demande si elle préférerait avoir ses pouvoirs plutôt que le contrôle du temps. Il se lève alors et commence à chanter des phrases en Wibeiné, et libère son pouvoir pour créer une boule de flamme noire. Il lui dit que ça a l'air cool et qu'au final, c'est tout ce qui compte. Et qu'il ne devrait pas se déshumaniser ou se surcharge avec des normes inutiles. En entendant cela, Tomoyo se sent heureuse et confiante à nouveau et lui demande pourquoi il fait l'idiot tout le temps alors qu'il peut être aussi sérieux dans des moments comme celui-ci, et il répond qu'il est toujours sérieux, comme l'exige son majestueux seigneur. Pendant ce temps, Atoko l'avait attendu tous. Temps et finit par abandonner et rentrer seule chez elle. Le lendemain, Tomoyo est collé à son téléphone comme beaucoup de millennials et se sent excitée à propos de quelque chose. Pendant le déjeuner, Jiraiya lui demande et elle révèle qu'elle a réussi à passer le premier tour d'un des concours de light novel auquel elle a postulé. Et Jiraiya dit que ça mérite une célébration. Elle lui dit qu'elle ne l'a dit à personne d'autre dans leur groupe mais il dit qu'il peut quand même lui offrir un repas et lui demande de choisir ce qu'elle veut manger. Elle demande un gâteau spécial qui est vendu pendant le déjeuner dans ce café et ils décident d'y aller ensemble le week-end. Bientôt le jour arrive et Tomoyo commence à s'inquiéter de ce qu'elle va porter mais finalement, elle se laisse calmer car ce n'est que Jiraiya et elle ne veut pas avoir l'air trop autoritaire. D'un autre côté, elle s'inquiète aussi qu'il porte quelque chose de trop weeb, et elle ne veut pas marcher avec lui en public. Le lendemain matin, il se retrouve et à sa surprise, Jiraiya porte des vêtements normaux, et il lui dit qu'il n'a pas le droit de choisir ses vêtements et que sa sœur aînée le fait pour lui. Ils vont au café et Jiraiya commence par l'une des questions les plus importantes de la vie. Combien de fois faut-il qu'une personne visite un café avant de pouvoir commander leur habituel? Après cela, il propose qu'ils prennent un couple special pour une réduction sur 2 gâteaux et
Commande même un double espresso pour lui-même pour faire le malin, parce que pourquoi pas. Ensuite, il visite une boutique d'anime et de manga, et termine la journée avec des boissons sucrées. Jireh dit qu'il s'est amusé et espère qu'elle a aussi apprécié sa friandise, puis, ils rentrent tous les deux chez eux, mais pour compliquer un peu l'intrigue, Atoko passe par là, et les voit tous les deux ensemble. Mettons Atoko de côté pour l'instant et passons directement à l'anniversaire de Jireh. Tous les membres du club de littérature lui ont caché la surprise et ont créé un jeu, avec eux-mêmes comme personnages et Jireh comme héros. Il adore ça et il lui souhaite un joyeux anniversaire, ce qui le fait pleurer. Le lendemain, Sayumi est absente de l'école et ils se demandent tous si le travail trop intense sur le jeu ne l'a pas finalement épuisée et qu'elle est malade. Pour compenser, ils décident d'envoyer un représentant de leur groupe pour prendre de ses nouvelles, et le gagnant est Jireh parce qu'elle a vraiment travaillé dur pour lui. Plus tard dans la journée, il se rend chez elle et il s'avère qu'elle habite dans un grand manoir. Si ce n'était pas déjà évident à cause de ses formes généreuses, il est maintenant clair qu'elle est riche. Jireh sonne à la porte et finit par être accueillie par Sayumi, elle-même, qui porte des lunettes et a l'air totalement mignonne. Il entre, elle lui sert du thé et il parle de sa santé. Jireh remarque qu'elle est jolie avec ses lunettes et que sa tenue décontractée est aussi mignonne, ce qui la fait rougir. À ce moment-là, la petite sœur de Segumi, Maya, entre et félicite sa sœur d'avoir enfin trouvé un homme pour elle. Segumi la gronde et s'excuse pour son comportement, puis elle apporte son album de remise de diplôme du collège et elles commencent toutes les deux à regarder ses vieilles photos. Elle lui raconte comment sa défunte grand-mère lui disait de devenir une femme respectable. Et c'est pour cela qu'elle essaie toujours de faire de son mieux pour être correcte et parfaite. En regardant les photos, Jireh remarque qu'elle était présidente du conseil des élèves, et lui demande pourquoi elle n'a pas postulé pour ce poste au lycée. Mais elle baisse soudainement les yeux et lui dit de partir, car il se sent somnolent à cause des médicaments. Jireh se demande s'il a dit quelque chose pour la fâcher et s'en va discrètement. Le lendemain, Segumi ne vient pas dans la salle du club. Après les cours et Jireh commence à s'inquiéter pour elle. Il appelle sa petite sœur et lui demande des nouvelles de Segumi et si elle semblait fâchée. Hier après son départ elle lui dit qu'il avait cette impression. Après avoir mentionné le poste de président du conseil des étudiants, elle révèle qu'au collège, elle était cette présidente parfaite, mais à cause de cela, elle se disputait avec les autres membres du conseil, ce qui a fait échouer tout ça. C'est pourquoi elle a décidé de créer le conseil étudiant parfait au lycée. En entendant cela, Jireh se demande pourquoi elle n'est pas devenue présidente à ce moment-là et va voir Mayuri pour lui poser la question. Mayuri lui dit qu'elle s'est aussi posé la question pendant un bon moment, mais cela pourrait être à cause de ses pouvoirs et de son lien avec les membres du club de littérature. Peut-être qu'elle privilégie sa relation avec eux plutôt que de devenir présidente du conseil des élèves. Puis il lui demande quand ont eu lieu les élections du conseil des élèves. Et elle lui dit qu'il fallait postuler avant septembre, et que les élections ont eu lieu vers la mi-octobre. À ce moment-là, il commence à repenser à cette période et se souvient que c'était à peu près quand ils avaient découvert leur pouvoir et que Segumi avait suggéré d'effacer tout leur pouvoir en utilisant sa route d'origine car c'était la meilleure option pour qu'ils redeviennent des lycéens normaux. Jireh se lève et s'oppose à cette idée, et le met au défi en combat pour décider de ce qu'ils vont faire. Ils se font face derrière l'école, en utilisant pleinement leur capacité à voix haute. Pendant leur combat, Jireh commence par réciter son écrit magique pour activer son pouvoir, mais Segumi ne l'attend pas qu'il ait fini, comme tous les méchants à la tête pleine. Dans Dragon Ball Z, qui laisse leurs ennemis se renforcer pendant des heures. Elle continue de le battre et de le soigner avec ça. Des capacités et à chaque fois, il l'interrompt pendant son chant. Cependant, Jireh s'avère être un masochiste qui aime se faire marcher dessus et surtout, si c'est Segumi, et il dit qu'il ne sait pas quand abandonner Dadbao. Il lui demande alors de le laisser finir son chant et finit par libérer son pouvoir sombre et obscur pour créer le Wish.com Amaterasu Kill. A acheté sur Craigslist et fait livrer par AliExpress. Segumi utilise simplement ses arts martiaux, le met à terre, puis dit que maintenant qu'il a libéré son pouvoir, il ne devrait avoir aucun regret, et utilise son pouvoir pour le ramener à son état d'origine. Elle pense que cela effacerait ses pouvoirs, mais à sa grande surprise, ce n'est pas le cas, et elle lui demande s'il le savait déjà. Il dit que c'était une possibilité que, une fois qu'il aurait obtenu son pouvoir, il serait difficile pour elle de le considérer comme quelque chose qui ne fait pas partie intégrante d'elle-même, et il en va de même pour sa perception des autres, et c'est pourquoi elle ne peut pas effacer les considérer comme étrangers, car elle les voit comme faisant partie de l'origine. Elle lui demande pourquoi il a pris la peine de se battre et de se faire botter le cul. Il a été frappé tant de fois et il commence à penser à une chose cool à dire alors qu'il ne peut pas lui dire qu'il aime juste être piétiné par elle. Il finit par prendre la parole et lui dit qu'il voulait que la possibilité reste, car ce serait mieux pour eux tous. Elle dit qu'elle ne peut faire confiance à personne ni même à elle-même avec ses pouvoirs et a peur de penser à l'un d'eux devenant un traître et utilisant ses pouvoirs pour le mal. Jireh s'approche d'elle et lui dit que cela n'a pas à être effrayant et dit qu'il va lui montrer un moyen de jouer avec eux et de s'amuser, et cela lui donne de l'espoir. Sachant qu'entre eux, Jireh est celui qui sait probablement le plus sur le potentiel nuisible de leur pouvoir. De retour au présent, Jireh se rend chez Sayumi pour s'excuser auprès d'elle alors qu'il
pense qu'elle n'a pas rejoint le conseil des élèves, à cause de lui et de leur dispute à l'époque. Sayumi arrive derrière lui et ils s'assoient tous les deux pour en parler. Il lui dit tout et lui demande si elle était en colère et elle dit qu'elle ne l'était pas, et que c'était un malentendu et qu'elle se sentait vraiment somnolente à cause du médecine l'autre jour et c'est pourquoi elle lui a dit de partir. Elle est allée se coucher directement après et aujourd'hui elle n'a pas pu venir dans la salle du club car elle devait aller chercher ses nouvelles lentilles. Elle lui montre alors le reçu du magasin et dit qu'elle ne peut jamais être en colère contre lui car elle sait qu'il a fait tout cela pour elle et qu'il lui a aussi donné de l'espoir. Elle dit qu'elle n'a pas rejoint le conseil des étudiants parce qu'elle l'a fait au collège, pour quelqu'un en particulier et au lycée. Elle allait le faire pour une raison égoïste encore une fois. Dans son esprit, ce n'est pas comme cela que cela devrait être et donc elle s'y oppose. Jireh répète les mots de sa grand-mère selon lesquels une femme doit être convenable et dit ensuite que peu importe si elles ne le sont pas, car personne ne l'est. Personne n'est parfait et elle est déjà belle comme elle est. En entendant cela, Sayumi révèle qu'il y avait plus dans les mots de sa grand-mère et cela se passait comme suit. Deviens une femme convenable et tu trouveras sûrement quelqu'un qui te dit que ce n'est pas grave de ne pas être parfait. Elle dit qu'elle n'aurait jamais pu deviner que ce serait lui qui prononcerait ces mots à son égard et qu'elle comprend vraiment leur véritable sens. Une fois tous les malentendus dissipés, tout revient à la normale et plus tard. Ce jour-là, on voit que Sayumi a aussi des sentiments pour Jireh. Maintenant, remettons Atoko du second plan à l'avant. Elle est l'amie d'enfance de Jireh qui a passé le plus de temps avec lui dans le groupe. Elle est toujours restée à ses côtés mais malheureusement pour elle, elle n'est qu'une fille ordinaire. Elle aime passer du temps avec Jireh et ressent aussi quelque chose pour lui, mais pour l'amour de Dieu. Elle ne comprend pas ce qu'il y a de si cool à faire semblant d'avoir un bras droit douloureux et à écrire des mots d'une manière et à les lire d'une autre comme un psychopathe. Après avoir vu Jireh passer de plus en plus de temps avec Tomoyo, elle commence à devenir jalouse et son incapacité à le comprendre malgré le fait qu'elle le connaisse depuis le plus longtemps lui fait perdre patience aussi. Un matin, la sœur de Jireh le réveille et lui dit de convoquer sa servante Atoko, ce soir car leurs parents ne seront pas à la maison et elle ne veut pas mourir en mangeant une bouillie qu'il prépare. Jireh pense la même chose et dit qu'il va lui parler en classe et se prépare à aller à l'école. Sur le chemin de l'école, il marche avec Atoko et lui demande de venir cuisiner pour eux ce soir et il décide de faire de la viande et des pommes de terre sans pommes de terre ni légumes. Elle est vraiment heureuse à ce sujet et prend tous ses cours en souriant. Après les cours, ils s'installent tous pour leurs activités de club, et leur sujet choisi est les light novels. Ils choisissent tous leurs thèmes et présentent leur travail, mais Tomoyo dit qu'elle n'a rien pu penser et s'excuse de ne rien avoir écrit. Sayumi dit que ce n'est pas grave. Après la fin des cours, Jireh dit à Atoko de s'en aller, car il a quelque chose à discuter avec Tomoyo. Atoko se sent triste mais sort quand même et rentre chez lui seul. De retour dans la salle du club, Jireh fait semblant de jouer avec Tomoyo, et mime un mouvement combo imaginaire avec elle en duo. Elle lui demande pourquoi il faisait ça et dit qu'elle n'est pas assez triste pour rester derrière pour jouer à des mondes imaginaires avec lui et qu'elle a aussi du travail à faire. Il dit que la raison pour laquelle il lui a demandé de rester, c'est qu'il sait qu'elle se sent dépassée par la pression d'écrire quelque chose de mauvais ou qui ne soit pas à la hauteur de ses standards, et c'est pourquoi elle n'a pas réussi à produire un essai, alors qu'elle est probablement la meilleure écrivaine parmi eux. Elle lui demande comment il le savait et il répond avec une armure scénaristique. Il l'aide à reprendre confiance en elle et lui demande ce qui la tracassait. Et elle lui montre son nouveau light novel et qu'elle avait des difficultés à trouver de bons noms pour les personnages principaux. Après cela, Jireh rentre chez lui et Akodo l'accueille avec Fuma sur le feu. Elle lui demande ce qui a pris autant de temps et remarque qu'il est en train d'envoyer un message sur son téléphone. Elle demande si c'était Tomoyo et de quoi il parlait, et il dit qu'elle ne comprendrait pas et précise que ce n'était rien de spécial. Maintenant, divertissons-nous avec un peu de contexte. Il y a longtemps, avant que Jireh ne réveille le riz de conquérant et ne commence à collectionner les filles pour son club comme un dresseur Pokémon, il n'avait qu'un Toko. Elle était toujours un peu peureuse et avait du mal à comprendre les Wibani et la culture otaku. Mais la seule personne qui était toujours là pour elle, c'était Jireh. Elle est devenue une bonne amie avec lui et restait toujours à ses côtés, mais avec le temps, il est devenu douloureusement clair qu'il ne faisait pas bon ménage. Il était un Weebler et elle était aussi normale qu'on peut l'être. Malgré tout ça, elle gardait toujours son sourire et faisait de son mieux pour trouver le bonheur dans le sien. Mais maintenant, quand Jireh dit qu'elle ne le comprendra pas, elle se sent vraiment blessée et, avec tout ce qui se passe avec Tomoyo ces derniers temps, elle éclate en sanglots et commence à pleurer. Elle lui dit qu'elle ne comprend pas son blabla de fan et ses jeux d'enfant, et souhaite qu'il lui explique tout d'une manière qu'elle pourrait comprendre. Puis elle court dehors. Jireh court après elle, mais il est déjà trop tard et il finit par croiser Sagami, qui lui demande s'il cherchait Toko alors qu'elle passait devant lui tout à l'heure en pantoufles et en tablier de cuisine. Il parle de ce qui s'est passé et Sagami lui dit qu'il était temps, car cela était inévitable, tôt ou tard, et que c'était plutôt évident, comme si quelqu'un les regardait de l'extérieur. Jireh commence à la chercher après cela, mais il ne parvient pas à la trouver et tombe aussi. Il appelle Tomoyo et Sayumi à l'aide et leur demande de sortir aussi pour l'aider à chercher
Son premier esclave est cuisinière qui a couru avec son tablier de cuisine et a laissé de la nourriture sur la cuisinière. Ils la cherchent tous pendant des heures, mais ne parviennent pas à la trouver. Et c'est à ce moment-là que Sayumi dit qu'il est peut-être temps qu'elle utilise la deuxième évolution de son pouvoir, les faisant se poser des questions à ce sujet. Pendant ce temps, Atoko finit par se calmer et commence à se blâmer pour ce qu'elle a fait, et son incapacité à comprendre son ami d'enfance. Elle se sent vraiment mal et c'est à ce moment-là qu'elle croise le grand frère de Tomoyo, Hajime. Il lui demande de s'asseoir avec lui et lui parle des whips délirants comme Jirei et de la façon dont ils sont un paradoxe. Ils veulent être compris mais en même temps ils veulent garder un élément de mystère dans leur caractère. Pour cela, l'existence d'un ami qui ne les comprend pas complètement mais qui joue quand même le jeu de leurs scénarios imaginaires est une nécessité pour leur existence et la rassure qu'il ne penserait jamais moins d'elle et qu'il doit beaucoup l'apprécier. En entendant tout cela, Atoko se sent à nouveau heureuse mais juste à ce moment-là, nous voyons un groupe de personnes marcher vers eux et Hajime se lève en disant que c'était juste à propos de assez de temps pour qu'il la fasse tôle et ensuite lui faire dormir en utilisant sa propre capacité spéciale. C'est l'heure de rembobiner, revenir à un moment juste avant que Hajime ne visite la salle du club de littérature et ne rencontre Jirei. Il s'avère que, dans ce monde, les fées existent. Ce sont des êtres magiques qui aiment faire combattre les humains entre eux pour leur divertissement, en pariant sur les gagnants et en profitant de leur temps. Cela s'appelle la guerre des fées et en ce moment, la troisième guerre des fées est en cours. Pour pimenter les choses, les fées éveillent des pouvoirs de collision chez les humains afin qu'ils puissent faire un spectacle éblouissant, et c'est ainsi que Jirei et les autres ont obtenu leur pouvoir aussi. Selon les règles de la guerre des fées, les perdants seront ramenés à leur état normal et tous leurs souvenirs des pouvoirs et des combats seront effacés. Parmi des milliers de participants, les 8 derniers seront récompensés par le droit de faire un vœu, quel qu'il soit, et c'est pour cela qu'ils y participent tous. C'est en gros la série faite mais sans la signification des morts et il corrige aussi le bug du Saint Graal. Hajime fait partie de ces participants et il a formé sa propre équipe appelée Fallen Black. Notre histoire commence lorsqu'Hajime est défié par l'un des participants envoyés par un groupe appelé F pour le vaincre. Hajime se tient devant lui dans une zone de bowling isolée et forme un cercle autour de lui. Il dit que pendant le combat, il n'utilisera même pas ses capacités et ne fera pas un pas en dehors de ce cercle pour prouver à quel point ils étaient éloignés, en termes de puissance brute et de compétence. Son adversaire, Touai, se sent vraiment insulté et commence à foncer sur lui à plein régime, mais Hajime sort alors du cercle et lui assène un coup de poing direct en plein visage, le projetant à plusieurs mètres en arrière. Touai dit qu'il a rompu sa promesse et Hajime lui répond règle numéro 21. Ne jamais faire confiance aux promesses de son ennemi pendant un combat. Après ça, il utilise sa capacité spéciale, Abyss précis, pour créer un petit noir. Un trou et l'aspire à l'intérieur, ne laissant rien de lui derrière. Après cela, il sort et s'assoit dans la voiture avec son partenaire alors qu'il voit Touai être ressuscité sans ses souvenirs ni ses pouvoirs. À l'intérieur de la voiture, Hajime parle à Hitomi et à leur ami fée, Ri, au sujet de la guerre des fées. De retour à leur base, Ri révèle qu'ils ont enfin trouvé la base de F et que ce sera le bon moment pour eux d'entrer et de les écraser. Elle se plaint ensuite que les supérieurs ne prennent pas de décision sur l'écrasement de F alors que leur objectif principal est de mettre fin à la guerre des fées et Hajime lui dit d'arrêter de jouer des tours sournois car il sait que la seule raison pour laquelle il lui révèle l'emplacement de la base S est pour qu'ils les détruisent. Et ce serait bien trop commode pour eux. Il soupçonne des querelles internes entre les fées puis dit qu'il ne refuse pas de le faire mais que selon les coutumes humaines, il devrait au moins faire une demande correctement et dire s'il vous plaît. Sur ce, il sort et va à son ancienne école juste pour prendre un peu l'air. Là, il retrouve Jirei et nous connaissons tous la suite. Pendant ce temps, on voit Ri parler à Hitomi de son souhait de protéger Hajime du danger, et finalement elle dit qu'elle irait détruire F avec le reste de l'équipe sans en informer Hajime. Nous rencontrons aussi les autres membres du groupe, notamment Yuzano qui a la capacité de propager son trouble dissociatif de l'identité à d'autres personnes, comme un coronavirus. Yanagi qui a la capacité de créer des dimensions entre des dimensions, Shuboki peut détruire les noyaux de tout ou de n'importe qui qu'il coupe avec ses Aki, qui possède le pouvoir d'apprendre tout sur les capacités des autres en regardant simplement leur pouvoir, tandis que Hitomi a le pouvoir de mettre les autres en Jinjutsu et de leur accorder un état de confusion, comme dans les jeux Pokémon, en leur faisant regarder son œil gauche. Elle peut aussi transmettre cette capacité à d'autres. En combinant leurs pouvoirs, il prévoit d'infiltrer et d'attaquer la base la nuit, puis de foncer après avoir battu quelques PNJ à la porte. Cependant, en entrant, il découvre que tout est en désordre, et rencontre une fille assise sur les décombres. Elle s'appelle Système et est connue comme l'arme secrète de F. Aki utilise ses pouvoirs pour examiner ses capacités et perd instantanément la raison, lorsqu'elle réalise qu'elle a le pouvoir d'un dieu. Ce qui lui permet de créer et d'utiliser n'importe quelle capacité qu'elle souhaite. Elle se jette dans la bataille et essaie d'attaquer Hitomi, mais juste avant que ses poings ne l'envoient
Dans un autre monde, Hajime arrive sur les lieux et bloque son attaque avec ses pouvoirs de gravité. Elle lui demande pourquoi il l'arrête alors que c'est lui qui lui a dit de détruire F en premier lieu et il répond qu'ils ne sont pas de F et en fait, il fait partie de son propre groupe. Tout le monde les regarde, confus, et il s'avère que Hajime est arrivé avant eux. Et s'est lié d'amitié avec System en lui donnant des bonbons, et l'a fait rejoindre leur bande en tant que nouveau membre. Après cela, il lui a dit de détruire F et puis il leur dit à tous qu'il prend congé et s'éloigne. Hitomi essaie de l'arrêter mais réalise qu'il est en fait blessé et saignant, alors elle le laisse partir et il lui dit de ne rien dire à ce sujet. Quelques semaines plus tard, on voit que Hajime s'est blessé à l'œil en dormant avec ses lentilles de contact. Il a l'interdiction d'en porter jusqu'à ce que ça guérisse. Il commence à réfléchir à des moyens de le guérir rapidement et pense immédiatement à la bande de Jirei qu'il a appelée les enfants vierges. Quel nom parfait, non. Il décide d'en kidnapper un qui a le pouvoir de guérir les autres, mais finit par kidnapper par erreur une Tuko. Ses amis le réprimandent pour cette bévue et il la laisse dormir dans un lit, espérant que ses amis viendraient la sauver. D'un autre côté, Sayumi dit à tout le monde de retourner au club de littérature et ils appellent aussi Shifu. Elle commence à appeler leur nom pour l'appel et dit que Hatuko n'est pas là et qu'elle est au club de littérature. Ce n'est pas leur état d'origine. Pour ramener les choses à la normale, elle utilise la version de son pouvoir en zone d'effet de deuxième niveau, racine à l'origine. Le cercle d'Ouroboros revient à son état normal en invoquant Hatuko sur sa chaise. Elle se réveille et souhaite à tout le monde un bon matin. Ils lui disent qu'il est presque la nuit et Jirei s'excuse de lui avoir causé autant de tristesse et de lui avoir imposé ce fardeau. Tomoyo se lève aussi, sent la tension et explique à tout le monde qu'elle essaie de devenir auteure de light novel. Elle dit qu'elle voulait garder cela secret jusqu'à ce qu'elle produise des résultats significatifs, mais Jirei l'a découvert tôt, et elle ne veut pas causer de problème à qui que ce soit. Hatuko comprend aussi, puis Jirei lui demande de continuer à être son amie et elle lui tient la main en disant qu'elle est chaude, comme dans leur enfance quand il venait la sauver chaque fois qu'elle avait peur de quelque chose et se cachait sous l'escalier. Tout étant revenu à la normale, Shifu sort un paquet de chips et demande à Jirei de l'ouvrir pour elle. Il se tient sur la table et commence à tirer dessus comme un idiot, mais alors sa main commence à brûler des flammes noires et il s'avère qu'il a également débloqué le deuxième stade de sa propre capacité. Il lève la main et projette un jet de flammes noires chaudes vers le plafond et devient excité mais commence ensuite à crier de douleur, en réalisant que sa main brûle aussi. Maintenant, laissez-moi vous faire tous attendre en suspense, sur son pouvoir éveillé et passer quelques semaines. Tomoyo a enfin terminé de rédiger son roman léger sur lequel elle travaillait et elle le donne à Jirei pour avoir son avis. Il dit qu'il serait heureux de l'aider à tout moment si elle dit cela lors de ces moments, elle est heureuse qu'il soit en fait un weeb. Il la taquine en lui demandant si c'est comme ça qu'elle devrait parler de quelqu'un qu'elle demande de l'aide, et elle commence à s'excuser. Il se demande pourquoi elle pensait qu'il était sérieux, et elle dit qu'en réalité, elle le respecte vraiment et pense qu'il est vraiment génial pour avoir été persévérant dans son acte délirant malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées à cause de cela. Jirei répond en disant qu'il ne se considère pas comme aussi persévérant et en réalité, il y a eu un moment en 4e année de collège où il a pensé à sortir de cette phase délirante. Mais ensuite, il a fait une rencontre fidèle avec une fille qui était aussi, sinon plus, délirante que lui en tant que weeb. Elle portait une perruque blanche et se faisait appeler par un nom maléfique, et Tomoyo commence à avoir des flashbacks de ces moments sombres et lui dit d'arrêter de parler avant de s'enfuir. Il s'avère qu'il ne sait pas que cette fille était en réalité Tomoyo. Pendant ce temps, dans la chambre de Hitomi, Yuzano et Yanagi travaillent sur une sécurité. Des images de caméra pour s'assurer que personne ne s'est échappé de leur mission pour détruire la base S. Il s'avère qu'une femme a réussi à s'enfuir par la porte arrière et pour arranger les choses, il décide simplement de supprimer le fichier, et espère que Hajime ne le découvre pas. Quelques jours plus tard, Jirei et les autres étudient ensemble pour leurs examens. Jirei dérange tout le monde avec ses méthodes de jeu de rôle pour étudier et Tomoyo essaie de le faire taire avec un livre roulé mais ça ne fait que le faire parler davantage comme le masochiste otaku qu'il est. Sayumi lui dit aussi de ne pas se laisser distraire pendant ses études, et il répond que il va devoir utiliser une fois de plus son pouvoir éveillé. Les autres se fâchent immédiatement contre lui et lui disent de ne jamais y penser, même en plaisantant, et lui font promettre de sceller son pouvoir définitivement. Plus tard, pendant l'activité du club, il lui demande comment se sont passés ses résultats à l'école. Elle dit qu'ils sont assez normaux, et lui demande son score au dernier contrôle de mathématiques. Elle dit qu'elle a eu un 0 et cela le rend vraiment inquiet. Elle ajoute ensuite qu'elle avait eu un 100 avant celui-là et que son cerveau fonctionne différemment selon comment elle se sent ce jour-là. Après cela, elle lui demande ses notes et il dit que il est plutôt normal aussi et peut être un peu au-dessus de la moyenne. Elle lui demande qui est le plus intelligent, lui ou Atoko, et il lui demande ses notes au dernier contrôle. Atoko dit qu'elle était classée 32e et jure 38e. En entendant cela, Tomoyo devient vraiment surprise et bouleversée, tout en sachant qu'il a obtenu un meilleur score qu'elle.
Elle révèle qu'elle est classée 88e, ce qui est juste au milieu avec un total de 198 élèves dans leur année. Enfin, elle demande à Tsuyumi son score et elle dit qu'elle est deuxième et que Mur est première, mais elles alternent à chaque examen. Avec tout cela mis au grand jour, il est évident que Tomoyo est la plus bête de la pièce et elle commence à étudier comme des lapins se reproduisent pour s'assurer. Elle ne se retrouve pas coincée avec la rumeur d'être plus bête que Jure. Pour l'aider, Atoko propose d'étudier avec elle plus tard. Plus tard dans la nuit, elles s'installent toutes les deux dans un café et étudient autour d'un café, et Atoko l'interroge sur quelques mots de fan que Jure utilise. Elle les explique facilement, comme la fan qu'elle est elle-même. Et Atoko est émerveillée de voir à quel point elle peut comprendre Jure facilement. Bientôt, leurs examens prennent fin et Jure obtient toujours un meilleur score que Toyomo. Après avoir rangé leur salle de club, il descend pour sortir les poubelles et Shifu l'aide aussi. Une fois en bas, elle lui pose une des questions les plus importantes. De la vie, est-ce que Kurgi est nourriture ou boisson? Après avoir fait une analogie que je suis trop paresseux pour expliquer, elle lui fait comprendre que même si elle aime les vacances d'été, elle sera triste car elle ne pourra pas être avec eux. Elle lui demande alors de l'inviter à la piscine quand ils seront libres pendant leurs vacances, ce qui la rend heureuse à nouveau. Quelques jours plus tard, le FBI est alerté que Shifu se sent lourde et chaude dans son cœur et en parle avec Kyuki. Elle lui demande ce qu'elle ressent et elle dit que cela arrive quand elle parle à Jure et Kyuki réalise qu'elle doit protéger sa meilleure amie de ce misérable pervers à tout prix. Avec tout le monde en train de cuisiner, Sayumi est laissée de côté, comme l'héroïne la moins appréciée du harem. Elle va aux toilettes et se demande si elle devrait porter des lunettes, car Jure lui a dit qu'elle était belle avec, puis Sayumi entre et dit qu'il sait qu'elle aime Jure et qu'il a un observateur. Il veut qu'elle se rapproche de Jure pour qu'il puisse en tirer une bonne histoire. Il veut vous faire enrager tous ceux qui regardent cette vidéo et veut plaire à tous les imbéciles qui souhaitent qu'elle leur marche dessus. Il jette ses lunettes à la poubelle et lui dit que, selon la loi de l'anime, la fille qui porte des lunettes est toujours un personnage secondaire, alors si elle veut devenir la petite souris de Jure, alors elle devrait prendre sa main et le laisser la transformer en héroïne principale. Pendant ce temps, Akoto et Tomoyo sont assis ensemble et Atoko lui demande si elle peut discuter de quelque chose sur l'amour. Tout d'abord, elle lui demande si elle aime quelqu'un et Tomoyo dit qu'elle ne l'aime pas, parlant comme une vraie tsundere. Après cela, Atoko révèle qu'elle est amoureuse de Jure et qu'elle voulait lui dire cela en tant que personne qui le connaît le mieux, car elle-même le connaît le moins. Elle lui demande ensuite à nouveau si elle aime quelqu'un pour l'amener à accepter ses sentiments aussi, ou pour lui permettre de revendiquer Jure pour elle-même une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, Jure est tout simplement excitée par les vacances d'été et en profite au maximum. Il est maintenant temps de faire plaisir aux fans. Les vacances d'été ont commencé et d'abord, nous avons Shifuyu et Kyuki. Elles invitent Jure à la piscine comme Shifuyu l'avait promis avant le début de leurs vacances. Ce jour-là, Kyuki n'a qu'un seul objectif, détruire l'image de Jure devant Shifuyu pour qu'elle comprenne à quel point ce bas pervers est en réalité une mauvaise personne. Son premier plan est que personne n'aime les hommes radins, alors elle prévoit de le faire les acheter beaucoup de nourriture jusqu'à ce que son portefeuille commence à souffrir. Mais à sa surprise, il leur achète une énorme assiette de nourriture dans leur estomac, qui gonfle comme des pastèques avant même que son portefeuille ne transpire. Ensuite, elle a l'idée que personne n'aime un perdant, alors elle décide de faire une farce à un gigachat en lui mettant ça sur la tête, le rendant perdant. Elle trouve Monsieur Muscle en train de prendre un bain de soleil près de la piscine et décide de s'approcher de lui. Mais réalise alors qu'elle est en fait très timide et effrayée par les gens et commence à pleurer quand le grand homme se lève et lui demander s'il peut l'accompagner au centre des enfants perdus. Heureusement pour elle, Jure la trouve et vient à son secours, ce qui ne fait que l'embellir. Finalement, elle décide de le faire passer pour un singe idiot en le faisant participer à un concours de quiz animalier pour enfants. Ils font tous la queue derrière leur dé et le grand prix pour avoir toutes les réponses correctes s'avère être un gros SUV. Le deuxième prix est une peluche de baleine et Shifuyu semble l'apprécier davantage. Il commence à répondre aux questions et Shifuyu parvient à en répondre correctement 7 d'affilée. Avec seulement 3 équipes restantes, l'animateur commence à poser des questions plus difficiles, et pose une question de physique pour la 8e. Tout le monde réalise qu'ils n'ont jamais eu la chance de gagner le prix mais, à la surprise générale, Jure sort un stylo et répond correctement grâce à sa connaissance de nombreux faits aléatoires grâce à sa passion pour la culture otaku. Il répond facilement aux 3 dernières questions et remporte le grand prix mais ensuite, il s'approche de la peluche et dit qu'il le prend à la place et le donne à Shifuyu. Sur le chemin du retour, Kyuki commence à se demander si Jure est vraiment un gars bien né. Pense qu'elle s'inquiétait peut être pour rien. Shifuyu dort profondément et Jure lui demande de rester son ami car lui et tous les autres du club de littérature la considèrent comme une camarade et ils ne pourront plus passer autant de temps avec elle une fois diplômés. Kyuki dit qu'il n'a pas besoin de lui demander ça, parce qu'elle restera sa meilleure amie quoi qu'il arrive. Quelques jours plus tard, Jure achète des mangas et reçoit un appel de Sayumi. Elle l'appelle devant un parc aquatique et lui dit que sa sœur a annulé au dernier moment, et qu'elle se sentirait mal à l'aise d'y aller seule avec un billet pour 2.
Jure lui dit que ce n'est pas grave et entre avec elle. Ils se séparent devant les cabines d'essayage et une fois que Jure est à l'intérieur, Sagami sort et on comprend que c'est son plan. Il lui dit d'aller enfiler le maillot de bain qu'il avait préparé pour elle, mais elle n'aime pas qu'il joue au marionnettiste avec elle. Après s'être habillée, elle sort et il lui dit qu'elle devrait faire attention car son vêtement devient transparent quand il est mouillé, puis il la fait courir avec le pistolet à eau. Sayumi rencontre ensuite Jure, qui la complimente pour s'être sacrifiée au nom du fanservice, puis lui demande de l'aider à devenir meilleure en natation. Cependant, la seule chose qui lui trotte dans la tête, c'est de ne pas se faire mouiller, et elle active Ultra Instinct pour s'assurer d'être en pleine forme. Il s'échauffe et joue autour de la piscine, en traversant divers parcours d'obstacles. Mais elle parvient à tous les franchir sans. Elle se mouille et cela fait applaudir tout le monde. Mais ensuite, quelques enfants passent avec un tuyau d'eau, et la trempent, ce qui la met vraiment mal à l'aise. Elle baisse les yeux et réalise que Sagami mentait en disant que c'était transparent, puis elle revient lui donner un coup de poing. Après cela, elle lui dit qu'elle en a fini d'être sa marionnette, qu'elle va maintenant jouer franc jeu, et s'éloigne. Sagami dit qu'au final, il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait, et décide d'appeler l'équipe des super-pouvoirs à l'aide. Son partenaire, cependant, s'avère être la femme, qui a échappé à la destruction du groupe F maintenant. Après cela, Sayumi revient en arrière et retrouve Jure et ils passent le reste de la journée normalement en amis à jouer dans la piscine. Plus tard dans la nuit, Tomoyo appelle Jure et lui demande s'il est libre le lendemain. Elle a 2 billets pour le même parc aquatique dans les mains et il éclaire ce qu'elle veut. Mais Jure lui dit qu'il partira en excursion d'une journée avec sa famille et ça. Ce sera un voyage combiné avec la famille de Hitoko. Mais après ça, il est libre et demande ce qu'elle voulait lui dire, mais elle répond que ce n'était rien d'important et termine l'appel. Ensuite, elle va se coucher et fait un rêve à propos de ça. Première interaction avec Jure quand ils étaient au collège. Il ne savait pas que c'était elle parce qu'elle portait une perruque blanche et des lentilles de contact violettes. Il semblait bien plus mature qu'il ne l'est actuellement et elle était une weeb délirante, presque au sommet. Un midi d'hiver, elle a cassé la chaîne de son vélo et Jure est venu vers elle pour l'aider à la réparer et lui a dit d'arrêter de se comporter comme une weeb délirante, mais elle lui a répondu que les fictions existent vraiment et a serré son poing contre son cœur en disant qu'elles sont en nous. Après s'être sentie comme une héroïne d'anime, elle est partie, et ce fut leur première interaction. Le lendemain matin, nous revenons à Akonou. Elle prévoit de confesser ses sentiments devant Jure. Elle choisit un magazine et suit le meilleur guide pour confesser ses sentiments dans la 69e édition. Elle achète un joli maillot de bain à porter à la plage pour leur voyage et essaie de le faire la regarder plus. Elle change son attitude pour être plus joyeuse, égoïste et un peu maladroite. Car selon le guide, c'est ce que les garçons aiment. Pendant ce temps, Jure se demande ce qui ne va pas chez elle et se met. Elle le met au travail comme l'esclave qu'il est. Après ça, elle l'invite à jouer au volleyball sur la plage. Et le tire accidentellement, mais intentionnellement, au visage. Pendant que vous vous demandez tous quel genre de contradiction c'était, passons à son prochain plan, qui est de lui faire appliquer de la crème solaire. Elle s'allonge et l'appelle à l'aide, mais le tube de crème solaire est vide, alors elle décide de passer au plan B. Elle se lève et lui demande de la poursuivre, mais il refuse parce que c'est. Il est gai et il ne se sent pas encore prêt à sortir. Elle lui demande avec des larmes dans les yeux et le force à la poursuivre quand même et oublie qu'elle devait le laisser faire et cela se transforme en une longue course. Finalement, il s'arrête derrière des rochers sans personne autour alors qu'elle se prépare à faire le dernier geste de le prendre dans ses bras et de lui avouer ses sentiments mais finit par tomber sur lui, parce qu'elle se sent étourdie à cause de toute cette course sous le soleil. Plus tard dans la nuit, elle s'assoit avec lui et s'excuse d'avoir agi de manière étrange toute la journée. Elle lui dit qu'elle a fait quelque chose de vraiment méchant pour Tomoyo et qu'elle se sent vraiment triste à ce sujet. Jure lui dit qu'en tant qu'être humain, nous sommes parfois méchants, mais c'est tout à fait normal tant que nous réalisons nos erreurs et que nous faisons amende honorable. Elle lui dit alors qu'ils sont amis depuis très longtemps et lui demande si, en changeant d'université et peut-être en déménageant dans une autre ville, ils cesseraient d'être amis. Jure la regarde et lui demande si elle se souvient du moment où il se tenait devant chez elle sous la pluie. Il lui dit que dans sa vie, il a souvent été dans des situations difficiles, mais l'avoir à ses côtés a toujours rendu les choses plus faciles pour lui, pour se relever et continuer à avancer. Il lui dit que peu importe la distance ou le temps qu'ils sont séparés, elle sera toujours quelqu'un de spécial pour lui, et ils ne cesseront jamais d'être de proches amis. Après avoir entendu cela, Atoko se sent soulagée. Il y a une petite culpabilité de ne pas être sa petite amie, mais le fait d'être quelqu'un de spécial et cher pour lui la rend heureuse en soi. Elle achète alors un pass J spécial chez lui pour lui permettre seulement de l'appeler Jukun et personne d'autre. Pendant ce temps, Tomoyo décide d'aller seule au parc aquatique. Elle se demande à quel point c'est mauvais d'y aller seule mais réalise ensuite que c'est vraiment triste et qu'elle passe une mauvaise journée en général. Elle a aussi échoué à passer au 2e tour de la compétition et en est vraiment attristée. Elle prévoit d'en parler à Jirei mais se sent tout aussi partagée par ses sentiments. Son interaction avec Atoko et elle.
Une nuit, elle reçoit un appel de Jirei. Il lui demande de le retrouver au festival d'été. Elle porte un yukata et tout, et il décide de lui faire une surprise. Elle dit qu'il l'a déjà invité la dernière fois, alors cette fois ils vont s'affronter pour un jeu de tir à la cible, et celui qui perd doit offrir la récompense. Jirei relève ce défi et se prépare à en abattre une, mais finit par se faire complètement écraser, car elle abat toutes ses cibles et gagne 4-0. Après avoir profité du festival et de tous les stands, il l'emmène dans un endroit isolé et lui demande de commencer à parler. Elle lui demande de quoi il s'agit et il lui dit qu'il sait qu'elle est contrariée et qu'Akoto lui a raconté qu'elle lui avait fait quelque chose de méchant. En plus de ça, elle l'a appelé avant son voyage et avait l'air triste. Après avoir entendu cela, elle se rend compte qu'Akoto se sent coupable et lui dit que ce n'est rien dont il doit s'inquiéter, que c'est une histoire de fille. En plus, elle a aussi la nouvelle de son échec au la compétition et elle s'excuse de l'avoir déçu. Il lui dit qu'il n'y a pas de quoi avoir honte et qu'il est reconnaissant qu'elle ait trouvé le courage de lui en parler. Elle lui demande s'il ne va pas la consoler et il répond qu'il ne le ferait pas parce qu'elle a fait de son mieux et il respecte cela, et qu'elle a le droit de se sentir frustrée à ce sujet, et qu'il est là pour l'écouter. En entendant cela, elle pose sa tête sur sa poitrine et l'appelle idiot. Juste à ce moment, les feux d'artifice commencent et il réalise qu'ils se tiennent à un endroit idéal pour les voir. En regardant les feux d'artifice, elle repense à tous les moments où elle a passé du temps avec lui et accepte ses sentiments pour lui, en disant qu'elle aime ce moment. Pendant que toute cette ambiance joyeuse règne, Mireille reçoit une visite inattendue chez elle. Ce n'est autre que Nao, membre du groupe X-Staff, et il s'avère qu'elle a la capacité de prendre possession de corps, comme Ino dans Naruto. Elle utilise ses pouvoirs et prend le contrôle du corps de Mireille, puis appelle les membres du club de littérature à l'école pour quelque chose d'urgent. Alors qu'ils sont tous encore en vacances d'été. Le lendemain, ils se rassemblent tous dans la salle et attendent, sans savoir ce qui est sur le point de se passer. Soudain, Mireille entre dans la pièce en tenant sa main et dit qu'elle est en feu. Atoko utilise ses pouvoirs pour créer une sphère d'eau, mais à la surprise de tous, Mireille utilise ses pouvoirs et vole l'overellement. Elle l'utilise ensuite pour créer un flot de flammes mortelles et attaque Atoko avec. Mais Shifu utilise son pouvoir pour le bloquer avec un mur de terre. Mireille dit que c'est ce qu'elle voulait et utilise son pouvoir pour voler les pouvoirs de Shifu également, devenant presque divine. Juste à ce moment-là, Tomoyo utilise ses pouvoirs pour arrêter le temps après avoir lu les instructions de Jure sur un papier tout en se tenant derrière lui. Elle les traîne ensuite tous dehors de l'école, et ils décident de se cacher dans une salle de karaoké. Atoko dit que Mireille était vraiment sérieuse à son sujet, mais en même temps, quelque chose chez elle semblait étrange. Jure prend la parole et dit que son corps et ses capacités étaient les mêmes, mais que sa personnalité semblait différente, et il y a une possibilité qu'elle soit manipulée, soit possédée par quelqu'un qui a aussi des super pouvoirs. Il dit ensuite qu'ils devront lui demander eux-mêmes, et l'appelle sur le téléphone de Mireille. Elle décroche et essaie de parler naturellement, mais Jure la pousse à se dévoiler, qu'elle n'est pas la vraie Mireille et lui demande si elle veut le rencontrer en personne. Elle accepte et l'appelle au club de littérature. Après la fin de l'appel, on découvre que Sagami est derrière tout ça et qu'il a fait subir à Nao un traitement sur le corps de Mireille pour voler leur pouvoir, et en échange de lui fournir une histoire divertissante à regarder, il la laissera les rejoindre dans les ténèbres tombées, même si elle est membre du groupe XF. Elle lui demande quel genre de personnes ils sont, avec des capacités super brisées, mais ils ne savent rien de la guerre des fées et il répond. Cela les rend d'autant plus intéressants. De retour dans la salle de karaoké, tout le monde demande à Jure son plan. Il dit qu'il y a un moyen de vaincre Mireille et de faire partir celui qui la possède. Mais pour cela, il doit utiliser son pouvoir évolué et demander leur permission. Kimoyo est contre et on veut répéter ce qui s'est passé avant, mais il dit que c'est leur seule option et ils finissent tous par être d'accord. Une fois cela réglé, il se rend seul au club de littérature et dit « Tout le monde doit se cacher dans l'école et ne pas sortir, peu importe à quel point Mireille le torture. » Il entre ensuite dans la pièce qui est reliée à un espace différent créé par World Create. Mireille l'attend à l'intérieur et lui demande où sont ses amis, mais il essaie de tourner la conversation à son avantage en utilisant le jutsu le plus cliché de l'histoire des animes, le Talk no Jutsu. Mais à la surprise de tous, Mireille n'a pas de temps pour ses conneries et elle utilise World, crée deux énormes gants de boxe et le frappe entre eux. Ensuite, elle lui dit que c'est la guerre et qu'elle le torturera jusqu'à ce que ses amis soient là, puis elle commence à l'attaquer avec des sphères d'eau. Jurei dit que le fait qu'elle ne l'ait pas encore tué signifie que le tuer ne lui serait pas utile, ce qui veut dire qu'elle a besoin que ses amis sortent pour qu'elle puisse leur voler leur pouvoir. Il lui dit alors qu'ils ne viendront pas, car il leur a déjà dit de rester cachés, même si elle le tue, et Mireille dit qu'elle nous verrons ça et lui tire une flèche. Après avoir été un peu malmené, il retire la flèche comme un gigachad, avant de la jeter et lui dit qu'il est temps pour lui de lui montrer son pouvoir évolué. Cela dit, il commence à chanter en Wibanei et active Dark and Dark et forme une boule de flamme chaude autour de sa main. Cette fois, c'est vraiment chaud et il essaie de la frapper avec.
Elle se demande de quoi il s'agit et comment son pouvoir a changé, mais décide de. Elle y repense plus tard et le vole pour elle-même. Cependant, à sa surprise, même après l'avoir volé, les flammes ne s'éteignent pas de sa main et elle se demande si elle a échoué. Pour vérifier, elle pose aussi sa propre main sur des flammes noires. Elle se demande ce qui se passe mais ensuite sa main commence à brûler. Jurei commence à rire et lui dit que son pouvoir évolué transforme ses flammes en celles d'un Madarasa qu'il a volé à Sasuke et Itachi mais c'est toujours inutile car cela le met en feu. Aussi, et il n'y a aucun moyen de les éteindre. Il repense au moment où il a d'abord réveillé ses pouvoirs évolués en ouvrant un sac de chips pour Shifuyu, et ils ont essayé d'éteindre les flammes en utilisant de la glace et du dioxyde de carbone, en utilisant les pouvoirs de Shifuyu et Atoko, mais cela n'a pas fonctionné. Finalement, Sayumi a fait créer à Shifuyu une petite guillotine pour couper sa main en flammes, et ensuite utiliser ses propres pouvoirs pour la ramener à sa forme initiale. Après cela, ils lui ont fait promettre de ne plus jamais utiliser son pouvoir évolué. Avec cette nouvelle information sur son pouvoir encore plus inutile, Mirai devient anxieuse, elle fait de son mieux pour s'empêcher de brûler, mais Jurei lui dit que la seule façon pour elle de le faire est de rendre aux autres leur pouvoir et de ramener le vrai Mirai. Nao ne peut pas supporter la douleur et annule son sort, ce qui ramène Mirai à la raison. Elle se réveille avec une main qui brûle et un pervers insignifiant devant elle, au milieu de nulle part, et commence à paniquer, mais Jurei lui donne une gifle pour la calmer, puis l'embrasse. Il lui dit de lui faire confiance et lui demande de rendre leur pouvoir aux autres et simplement. Alors, ils arrivent tous en courant et coupent les deux mains avec les guillotines, et demandent à Sayumi de les restaurer avec son pouvoir. D'autre part, Nao parle de chance du débutant et dit qu'ils ne s'en sortiront pas la prochaine fois, mais Sagami dit qu'il n'y aura pas de prochaine fois et pointe vers Hajime qui se tient là derrière eux, entre deux. Hajime utilise ses pouvoirs et bat Nao en un instant, la mettant hors de la guerre, puis avertit Sagami. Il lui dit qu'il est allé trop loin avec ses jeux cette fois-ci et qu'il ne doit plus jamais essayer quoi que ce soit contre les enfants vierges, sinon il le mettra dehors aussi. Après cela, il s'éloigne en disant qu'il vaut mieux garder le meilleur pour la fin. De retour chez Mirai, Sayumi lui parle de ce qui s'est passé et lui raconte qu'elle a été visitée par un adulte et il est très probable qu'il l'ait possédée à ce moment-là. Son vrai esprit n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé après avoir été possédée et elle a dormi pendant les 2 derniers jours. Elle dit qu'elle a encore un long chemin à parcourir en tant que détentrice de pouvoir si quelqu'un peut la prendre aussi facilement et la remercie de l'avoir sauvée. Sayumi lui dit que si elle veut remercier quelqu'un, ce serait Jirei car c'est lui qui a le plus travaillé et elle lui demande pourquoi il est allé si loin pour elle. Sayumi dit que Jirei la considère comme une amie tout comme il considère les autres membres du club de littérature comme ses amis et tout comme il l'a fait pour eux tous. Il a beaucoup réfléchi à ses pouvoirs aussi et c'est pourquoi il a pu trouver une solution logique avec un esprit calme et lui dit que si cela devait se reproduira, elle mettra probablement de nouveau sa confiance en lui. En entendant cela, Mirai dit qu'il semble que la perfectionniste Suzuyu puisse aussi faire des choses stupides, tout en la qualifiant de rivale en amour. Pendant ce temps, Atoko et Tomoyo sortent ensemble pour acheter des livres. Tomoyo lui suggère un excellent livre pour débutants. Elles s'assoient toutes les deux et parlent des mauvaises recommandations de Jirei, et finalement, Tomoyo confesse qu'elle aime Jirei et s'excuse auprès de Atoko pour cela. Atoko dit que tout est permis et elles sont toujours amies et rien ne changera cela. En plus de cela, ils seront rivaux en amour à partir de maintenant. Avec tous ses fils lâches tirés, Jirei retrouve Shifuyu un week-end, et lui dit de faire attention à ses pouvoirs. Il lui dit que bientôt ils vont tous obtenir leur diplôme et il veut qu'elle se souvienne que les pouvoirs ne sont pas destinés à être utilisés pour le mal, ni pour le bien. Ce sont des super pouvoirs qui ont l'air cool et c'est tout ce qu'ils doivent être réels. Ne devrait pas se charger de quoi que ce soit de plus à ce sujet. Après cela, ils se regroupent tous ensemble et poursuivent leurs vacances d'été. Et c'est ainsi que la saison 1 de When Supernatural Battles Became Commonplace se termine.